Bonjour à tous, bienvenue pour le 5e épisode des épisodes quotidiens des Oui du mois d'août. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit derrière parce que malheureusement ici les fenêtres, où j'habite, les fenêtres ne sont pas forcément de bonne qualité et il y a des ouvriers qui travaillent sur la construction d'une maison juste en face de chez moi et je veux quand même enregistrer cet épisode pour qu'il puisse sortir à temps. Donc entre les bruits de mes chiennes et les bruits des ouvriers, je sais que c'est pas forcément le podcast parfait au niveau du son et je m'en excuse. Mais bon, comme on le dit si bien, il vaut mieux que ce soit fait que parfait. Je voulais vous parler de ma grand-mère. Alors, j'ai encore la chance d'avoir ma grand-mère paternelle qui a 89 ans. Ma grand-mère paternelle habite en EHPAD. Alors, EHPAD, ça s'écrit E-H-P-A-D. Et ce sont les unités, en gros, ce sont les personnes qui ne sont plus indépendantes mais dépendantes et qui ne peuvent plus rester seules à la maison parce qu'ils tombent, parce que ça devient trop dangereux. Ma grand-mère, malheureusement, y est depuis 6 ans maintenant parce qu'elle ne pouvait plus rester chez elle, c'était trop dangereux, elle tombait. D'ailleurs, c'est ma tante, il y a 6 ans, donc sa fille, qui l'avait trouvée par terre. Si ma tante n'était pas arrivée à temps, ma grand-mère serait malheureusement décédée dans sa maison toute seule. Et donc un EHPAD, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Avant, on appelait ça maison de retraite, mais non, maintenant on appelle ça un EHPAD. En gros, un hôpital, c'est vraiment un EHPAD, c'est un hôpital. Un hôpital où la personne va rester 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est là où elle va y habiter. Et les gens peuvent être acceptés en EHPAD à partir de l'âge de 60 ans. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir voir ma grand-mère cette année. Et ce qui est très très dur, c'est de voir, ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vue. Et quand on voit très très peu les personnes, on voit l'évolution, vraiment le changement très rapidement. Et je compare un petit peu la manière de vieillir au Mexique et la manière de vieillir en France. Il y a pas forcément, bien sûr, de modèle. Et ce qui est dur, c'est de voir comment, je trouve en France, comment la personne âgée n'est pas respectée. Alors, je ne parle pas du tout de comment ça s'appelle, des infirmiers, des aides-soignants de ma grand-mère, pas du tout. Mais en fait, je trouve que la personne âgée, quand elle n'est plus, et ça, c'est un débat de toute façon de société, à partir du moment où on n'est plus utile entre guillemets à la société, c'est-à-dire qu'on est plus productif pour la société, je trouve en France en tout cas que la personne âgée est vraiment très rapidement mise de côté. Par exemple, je sais que ma tante travaille encore, elle est veuve aussi, et donc c'est la seule qui peut s'occuper de ma grand-mère, c'est-à-dire les visites, ce dont elle a besoin, etc. Mais par exemple au Mexique, ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve que la personne âgée est quand même beaucoup plus respectée. Après, je sais qu'on ne peut pas non plus voir tout en rose, bien sûr que non, chaque famille est différente, mais en général, je vois les Mexicains, comment les enfants s'occupent vraiment, vraiment bien de leurs parents en général quand ils commencent à avoir des problèmes de santé ou quand ça devient plus difficile à la maison. Par exemple, ils acceptent le parent à la maison ou alors ils vont passer beaucoup de temps avec les parents. Et je ne le vois pas en France. On va vite, rapidement, voilà, la personne est plus indépendante. Allez, on la met en EHPAD et c'est un mouroir. Un mouroir, c'est pour dire que la personne va y mourir. Malheureusement, mon grand-père maternel est mort en décembre de l'année dernière, en décembre 2024. Il est arrivé en EHPAD en septembre, je crois, et il est mort en décembre. Imaginez un peu, parce que le choc est immense. On passe d'être de chez soi où on y est resté 40 ans, 50 ans, 60 ans à un hôpital où on va mourir. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment triste. Ça m'a, je parle en espagnol, ça m'a vraiment beaucoup affecté cette image. Et franchement, après, je sais aussi qu'il y a différents types d'EHPAD, mais ça dépend aussi bien sûr des retraites de chaque personne. Ma grand-mère n'a pas forcément une grosse retraite, donc c'est pas l'EHPAD de luxe. Et en fait, je réfléchis aussi à la manière de vieillir. J'en avais parlé à mon frère
parce que la dernière fois que j'avais vu ma grand-mère il y a 2 ans, j'avais été choquée de voir l'évolution de ma grand-mère, et bien sûr dans le mauvais sens du terme. Il me disait, mais Virginie, on ne peut pas non plus être responsable de la manière dont notre grand-mère a décidé de vieillir. Alors, je vous explique. Ma grand-mère est née en 1936 et c'est la génération... Donc, ma grand-mère a connu la guerre. Malheureusement, mon arrière-grand-père a été prisonnier de guerre en Allemagne. Et c'est génération vraiment de... Moi, j'appelle ça la génération des sacrifiés. Ma grand-mère a connu la Seconde Guerre mondiale, et ensuite mon grand-père, donc son mari, est allé à la guerre d'Algérie faire son service militaire. Et à l'époque, ce sont des générations qui ne vont pas chez le psychologue. De toute façon, c'était même pas une option. Donc, ce sont des personnes aussi... je parle de sacrifiés parce que ce sont des générations qui n'ont pas non plus décidé de ce qu'ils voulaient dans la vie. Je parle en tout cas de l'expérience de mes grands-parents. Ma grand-mère me disait qu'elle aurait toujours voulu être coiffeuse. Et son père, donc mon arrière-grand-père qui est parti en Allemagne comme prisonnier de guerre, et lui il disait non, toi tu vas être couturière. Ma grand-mère n'a jamais voulu apprendre le métier de couturière. Elle a rencontré mon grand-père, ils se sont mariés et elle a dû s'installer dans la maison de mon grand-père, la maison familiale, où ils avaient un magasin. Ça s'appelait une droguerie. Les drogueries à l'époque, donc c'est pas du tout pour vendre des drogues. Une droguerie, c'est où on vendait, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de supermarché, donc ils vendaient des bijoux fantaisie, du maquillage, du parfum. Et mon grand-père était peintre en bâtiment. Donc, il vendait de la peinture et mon grand-père faisait beaucoup de chantiers de peinture en bâtiment. Ils ont eu 2 enfants, mais ce sont comme je disais, des générations sacrifiées où mon grand-père avait beaucoup de talent. Il était parti à Bruxelles dans cette école pour apprendre la peinture. La peinture pour être peintre en bâtiment, mais mon grand-père était vraiment une personne extrêmement intelligente. Mais à l'époque, voilà, il était fils unique, il avait perdu son père très très jeune et il devait s'occuper de sa mère qui était veuve et continuer le commerce familial. Ma grand-mère n'aurait jamais voulu, elle n'aurait jamais voulu être vendeuse. Ma grand-mère, elle aurait voulu faire autre chose. Donc c'est pour ça que j'appelle ces générations des générations de sacrifiés. Bien sûr que c'était pas le lot de tout le monde, c'était pas tout le monde en France à l'époque, mais c'était quand même une grande majorité des personnes qui venaient quand même d'un milieu ouvrier, agricole ou assez modeste, donc ma famille, et on ne choisissait pas ce qu'on voulait. Et donc tout ça pour dire que ma grand-mère a malheureusement mal vieilli, parce que malheureusement mon grand-père est mort jeune, elle était veuve, elle avait, ma grand-mère, 62 ans, 63 ans. Et quand mon grand-père est mort, elle n'a jamais voulu rien faire, mais rien. Pas faire de sport, elle marchait très très peu, elle ne voulait voir personne, elle n'avait aucun loisir. Et c'est pour ça que je compare aussi, je sais que c'est pas bien de comparer, mais c'est aussi bien parfois de comparer pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et je vois la différence entre comment ma grand-mère a vieilli, donc, je le dis, ma grand-mère a très mal vieilli, et c'est aussi parce que on en revient à la même chose, c'est une génération de sacrifiés, une génération qui n'a fait que travailler. Mes grands-parents, que ce soit du côté maternel ou du côté paternel, ont travaillé toute leur vie. Il n'y avait pas cette notion du loisir, de partir en vacances. De toute façon, il n'y avait pas d'argent pour ça. Fallait toujours travailler. C'était du côté paternel, mes grands-parents étaient commerçants, donc ils avaient leur propre commerce. Donc avoir un commerce, c'est beaucoup de travail. Et de l'autre côté, moi j'ai vu mes grands-parents maternels qui étaient du milieu ouvrier, donc avec des salaires très très bas, où il fallait beaucoup travailler. Ils ont eu 6 enfants, mes grands-parents, et il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas de loisir. Et je vois vraiment la différence entre mes grands-parents et ma grand-mère en particulier qui est encore en vie, et mes élèves seniors. Et j'ai envie pour moi, mes élèves seniors à qui je donne cours, donc j'ai plusieurs élèves seniors qui ont entre 77 et 80 ans.
Et pour moi, c'est vraiment un modèle. Si j'ai la chance de pouvoir arriver à 80 ans ou 75 ans, etc., j'aimerais vraiment être comme eux. Et j'essaie d'analyser un petit peu quels sont les éléments importants. Bon, à part la génétique, bien sûr, parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la génétique. Mais en mettant la génétique de côté, qu'est-ce qui fait, quels sont les éléments importants pour bien vieillir et vraiment être comme mes élèves seniors. Alors, déjà, tous mes élèves seniors font du sport. Absolument tous. Du golf, du tennis, beaucoup marché. Et je me dis, ça, c'est la clé. Pour bien vieillir, il faut faire du sport. Et ensuite, la deuxième chose importante, c'est aussi d'apprendre une langue étrangère. J'ai essayé un petit peu de voir au niveau, donc on sait tous, c'est connu que apprendre une langue étrangère est une des meilleures activités pour le cerveau quand on est adulte. Alors beaucoup de gens disent oui, mais je suis trop âgé pour commencer une langue étrangère. C'est faux, c'est complètement faux. Au contraire, si vous décidez à l'âge adulte, à n'importe quel âge de toute façon, d'apprendre une langue étrangère, c'est vraiment bénéfique pour la santé et la santé du cerveau. Alors, il y a aussi l'instrument de musique, mais moi, je me suis intéressée à l'apprentissage d'une langue étrangère. Alors, quand on apprend une langue, ça a une influence sur les fonctions exécutives. Donc ça vient d'un article de l'Université de Montréal, au Canada. Et qu'est-ce que c'est les fonctions exécutives ? C'est des fonctions complexes que fait le cerveau, comme contrôler le contrôle de l'attention. Voilà, ça c'est une fonction complexe. Résoudre des problèmes difficiles. Filtrer des infos qui sont importantes et des infos qui ne sont pas importantes. Ça, c'est une fonction complexe que fait le cerveau. Et tout ça, dans quelle zone du cerveau ça se passe ? Ça se passe dans le cortex préfrontal. Et c'est seulement avec des activités cognitives. Alors, cognitive, c'est tout ce qui a un lien avec l'apprentissage de quelque chose. Donc, c'est seulement avec des activités cognitives, comme l'apprentissage d'une langue étrangère, qu'on pourra restructurer et conserver cette zone du cerveau et aussi la développer. Alors, il y avait des images scientifiques qui montraient que des personnes bilingues ont plus de matière grise, une matière grise plus importante que les gens qui pratiquent seulement une langue, qui sont monolingues. Et pourquoi il y a plus de matière grise ? Parce qu'on va créer plus de nouveaux neurones avec l'apprentissage d'une langue étrangère. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un cerveau qui est plus sain, un cerveau qui est en meilleure santé, et donc éviter aussi le plus que possible les maladies comme Alzheimer. Et tout ça va permettre d'éviter le plus que possible ou de retarder le plus que possible la sénilité. Donc la sénilité, c'est les troubles psychiques, les troubles physiques et mentaux qui sont liés à la vieillesse. Et il y a aussi, grâce à l'apprentissage d'une langue étrangère, l'apprentissage d'une langue étrangère permet aussi de développer plus de matière blanche. On parle beaucoup des matières grises dans le cerveau, mais il y a aussi les matières blanches. La matière blanche, c'est ce qui va améliorer la fonction des neurones. Donc, plus il y a de matière blanche, plus il y a de neurones, et donc plus la matière grise est efficace. Donc, conclusion de cet épisode, vraiment, pour moi, c'est en tout cas très important de bien vieillir. Je fais attention, je ne fume pas, je bois très peu d'alcool, j'essaie de faire du sport régulièrement, j'aimerais en faire plus, mais malheureusement, j'ai des problèmes de santé qui me limitent beaucoup dans mon activité physique. L'apprentissage d'une langue, le fait, je le vois de toute façon depuis que je parle espagnol, je suis plus rapide dans la manière de penser, je connecte beaucoup plus rapidement les choses. Et vraiment, bien vieillir, c'est aussi faire attention à soi et comment bien faire du sport, mais aussi apprendre une langue. C'est primordial, comme je disais, c'est entre l'apprentissage d'un instrument de musique et la langue étrangère. Ça, ce sont les deux choses, les meilleures choses que vous puissiez faire pour vous. Donc, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, on s'en fiche. Apprendre une langue étrangère est excellent pour la santé du cerveau.
Donc si vous voulez aller plus loin, il me reste quelques places pour des cours particuliers. Des cours particuliers, c'est private classes. Il y a aussi un club de lecture qui ouvre en septembre. Le club de lecture est plus flexible que le cours particulier parce que vous vous engagez seulement sur 5 séances. Donc, c'est un club de lecture policier avec un format semi-particulier. Il y a entre 3 et 5 élèves maximum où vous vous retrouvez avec ma collègue et prof d'EWI, Amélie, où en fait vous vous retrouvez pour parler de l'intrigue sur 5 séances où il y a un découpage de la lecture du livre sur 5 heures, donc sur 5 semaines. C'est à peu près, chaque séance correspond à peu près 70 pages de lecture. Donc il faut déjà un bon niveau intermédiaire, mais c'est un très très bon format pour avoir plus confiance en soi pour parler, aussi pour pouvoir travailler sa compréhension orale avec les autres participants. Et c'est vraiment très important pour moi de conserver ce format semi-particulier avec 5 élèves maximum parce que ce n'est pas possible vraiment de travailler en profondeur, de s'améliorer sur la durée avec des groupes que vous pourrez trouver par exemple en école de langue de 10-15 élèves. Là, chaque élève a l'opportunité de prendre la parole, d'échanger et tout ça dans une ambiance détendue. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email à hello@ewionline.com ou venez faire un petit tour sur mon site internet ewionline.com. À lundi.